Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Comme chaque mercredi, nous sommes heureux avec toute l'équipe et nos invités de vous retrouver pour commenter et analyser les principaux points de l'actualité nationale. Ce soir, nous reviendrons sur le discours prononcé par le roi Mohamed VI à Dakar dimanche dernier à l'occasion du 41e anniversaire de la Marche verte. Un discours qui confirme et qui scelle le leadership marocain en Afrique. Mais un discours aussi très ferme sur la politique nationale avec un rappel à l'ordre sévère concernant les tractations en cours en vue de la formation du prochain gouvernement. Et pour discuter de tous ces sujets avec nous ce soir, nous recevons Moustapha Sahimi. Bonsoir Monsieur Sahimi. Vous êtes professeur de droit et politologue. Bienvenue. À vos côtés, Monsieur Bendahen. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur des Afriques au ministère des Affaires étrangères. Des Affaires africaines, pardon. Au ministère des Affaires étrangères et vous êtes aujourd'hui consultant et conseiller de chefs d'État africains. Merci d'être avec nous. Monsieur Abdullah Tourabi, bonsoir. Vous êtes, outre un confrère journaliste, vous êtes aussi chercheur et politologue. Merci d'être avec nous. Et enfin, Aziz Boustan, directeur du Panorama Post et également confrère, chroniqueur à Lux Radio. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Alors, l'actualité oblige, on va revenir dans un instant sur ces deux sujets de l'actualité nationale, puisque c'est le thème de l'émission de ce soir, mais juste un petit mot sur cette grande actualité du jour, l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Juste un petit tour de table rapide pour avoir votre sentiment sur cette élection. Monsieur Sahimi. C'est un vote surprenant parce que voilà un profil qui n'est pas conventionnel, qui n'a eu aucun mandat électif et qui se retrouve donc président des États-Unis. Donc je ne commente pas cette situation-là. Ce qui nous intéresse, c'est par rapport au Maroc. Absolument. Il y a des intérêts d'État qui vont être confortés, qui ne vont pas être mis en cause, parce que, étant chef d'État à la Maison-Blanche, le nouveau président va prendre en compte ces éléments-là, des intérêts qui sont économiques, sécuritaires, géostratégiques, et puis il y a ce que représente le Maroc sur la scène internationale. J'ajoute, pour ce qui est de la question nationale, c'est ça qui nous intéresse. Je pense qu'il y aura une position beaucoup moins variable que lors de la précédente administration démocrate du président Obama, parce que l'approche sera différente et il y aura moins de place pour les manœuvres souterraines ou autres d'un certain nombre de lobbies liés à un titre ou à un autre au Parti démocrate et à certaines sensibilités, même dans l'administration américaine. Monsieur Toulavi. Je pense que personne, enfin, au réveil ce matin, doutait, ne pensait que Donald Trump allait gagner les élections. Tout le monde pensait que c'est Hillary Clinton qui allait remporter ce scrutin, mais en tout cas... 90% des sondages l'a donné gagnant. Exactement. Jusqu'à hier, jusqu'à 3 h du matin, c'était 80% encore qui donnaient Hillary Clinton gagnante. Je ne suis pas spécialiste de la politique américaine, mais néanmoins, je pense que ça interpelle sur deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un changement majeur dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire, on s'oriente vers davantage de droitisation, une sorte de renfermement sur les questions identitaires. Il y a aussi une certaine revanche de ce qu'on peut appeler les classes populaires, une sorte de revanche sur les élites, sur les classes médiatiques, sur l'establishment. Justement, enfin, le mot qui a été utilisé, c'était pour désigner Donald Trump, qui est un milliardaire quand même. C'était quelqu'un, un représentant de l'antisystème. C'est un petit peu ce qu'on voit dans plusieurs pays. Par exemple, en France, avec le phénomène Marine Le Pen, et dans d'autres pays encore. Donc, il y a ce phénomène-là de changement dans les sociétés occidentales. Deuxième élément, enfin, qui est aussi une sorte de transformation technologique majeure dans nos sociétés, on l'a vu, Donald Trump s'est appuyé énormément sur les réseaux sociaux. Ça a été le succès de sa réussite. C'est-à-dire qu'on a vu que la plupart des médias traditionnels, entre guillemets, c'est-à-dire la presse écrite, la presse électronique et les chaînes de télévision étaient contre lui. Il y avait même des prises de position l'ensemble des journalistes contre Donald Trump, et finalement celui qui a gagné parce qu'il a axé complètement sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une transformation majeure. Et puis sur une critique assez exacerbée des médias traditionnels. Exactement, exactement. Monsieur Boustan. Mais vous savez, c'est pas la première fois que Trump dit que ça ne va pas, qu'il faut que ça change. Ça fait au moins une trentaine d'années qu'il dit ça. Et il a déjà pensé à y aller, il n'a jamais été parce que les conditions n'étaient pas réunies. Là, en 2016, les conditions ont réuni, comme a dit Abdallah. Il y a les réseaux qui vont véritablement changer les électorats dans le monde. Et puis il y a aussi le rejet de l'establishment, comme on dit, et comme il a dit. Et ça, on le voit pas uniquement aux États-Unis, mais on l'a vu au Royaume-Uni avec le Brexit, on le voit en Espagne avec Podemos, on l'a vu en Grèce avec Syriza. Donc il y a une nouvelle
une nouvelle offre politique qui vient, qui s'installe, parce qu'il y a une demande politique qui a évolué aussi. Et donc, en 2016, Trump a vu que c'était le moment, et il a eu cette chance, entre guillemets, d'avoir devant lui une dame qui représente une famille, un clan, un système politique qui est honni par les Américains. Et donc, il a été ratissé très large en allant chercher les marginalisés, les précarisés, les ostracisés, en allant chercher tout le monde. Et quand, moi, personnellement, j'ai appris qu'il y avait 220 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales et que hier on a dit qu'il y avait un record de taux de participation, j'ai compris que ça allait être joué, mais pas à ce niveau, parce que là c'est véritablement, il a écrasé Hillary Clinton, et c'est aussi un grand camouflet pour Barack Obama. Concernant notre politique nationale, notre affaire nationale, enfin les relations qu'il y a entre Washington et Rabat, traditionnellement, les Marocains ont eu des problèmes avec les administrations démocrates. Là, on risque de ne pas trop en avoir si un travail de communication et d'explication est fait, parce que Donald Trump est supposé être républicain sans l'être véritablement, et donc il y a quelque chose de nouveau qui s'installe à la Maison-Blanche, et il appartient à la diplomatie marocaine de faire son travail. Monsieur Ben Lahen, votre réaction? Alors, contrairement à mes amis, moi, rien ne m'étonne des États-Unis. Depuis que j'étais étudiant, j'ai appris un jour qu'un cow-boy est devenu président. Et j'avais un ami américain qui m'a dit: c'est ça la démocratie. Donc ce monsieur n'est pas tombé du ciel. Ce monsieur, on le connaît depuis X temps. D'ailleurs, la photo que vous allez voir avec Sa Majesté, le roi Hassan II, on le connaît depuis longtemps. On la voit à l'écran. Oui, on le connaît depuis longtemps. Maintenant, je ramène un petit peu... D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que les sondages se sont trompés. Oui, absolument. C'est un démenti cinglant pour les sondages. Je ne dirais pas comme d'habitude pour leur laisser un petit peu de possibilités. Pas autant. Parfois, ils disent vrai. Avec le Mais Brexit, là, c'était le cas. oui, exactement. On a eu le même phénomène aussi. Les sondages se sont trompés. Ce n'est pas une science exacte, tout le monde le sait. Maintenant, si je ramène à notre pays, moi, je n'ai pas peur de... Moi qui étais diplomate pendant 35 ans, j'ai eu plus de problèmes avec les démocrates qu'avec les républicains. Maintenant, les problèmes, je ne vais pas les dire non, c'est de sa faute, c'est de notre faute. À nous d'agir, à nous d'avoir une ambassade, à nous d'avoir des diplomates compétents. Nous en avons. Je peux vous assurer que je les connais très bien. Maintenant, je vous dis que j'ai eu plus de problèmes avec les démocrates. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous? Oui, je dirais, on ne sait pas. On ne sait pas. À nous de travailler. Maintenant, ce qu'on a vu à la télévision, et nous avons tous vu aussi bien les télévisions anglo-saxonnes que françaises. On a vu ces déclarations. Mais c'est des déclarations de quelqu'un qui se présente à une élection. Il a dit des mots qui plaisent pour avoir des voix. Pour vous, c'est des propos de campagne plus que des convictions réelles? Ça d'une part. Mais il ne va pas gouverner seul. Il n'est pas tout seul à la Maison-Blanche. Il n'est pas tout seul. Il a le Congrès avec lui. Mais le Congrès, c'est pas parce qu'il est avec lui qu'il va dire OK à tout ce qu'il dit. Surtout que beaucoup de républicains sont contre Trump aujourd'hui et décrivent leur propre candidat. Si vous voulez, ce qu'il a dit à la campagne, aujourd'hui, il a marqué l'arrêt. Et c'est sa déclaration, sa première déclaration officielle, quand il a mis le costume de chef d'État. Regardez comment il a parlé. Donc moi, je n'ai pas peur ni pour notre pays, encore moins. Et bon, pour le monde, ne vous en faites pas, tout va rentrer dans l'ordre. Alors on verra si l'avenir vous donne raison. Alors on revient sur l'actualité nationale, je l'évoquais tout à l'heure, on commence avec le discours du roi prononcé à Dakar dimanche dernier. Il l'a fait donc depuis la capitale du Sénégal, un pays dont il a souligné la longue amitié avec le Maroc. Je le cite, voilà un extrait de son discours. Ce pays qui nous est si cher a toujours été à la tête des défenseurs de l'intégrité territoriale et des intérêts supérieurs du royaume. Il a démontré par les actes et par la parole à plusieurs occasions qu'il considère la question du Sahara marocain comme étant sa cause nationale propre. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a une portée symbolique dans le fait d'avoir choisi de faire ce discours d'anniversaire depuis la capitale sénégalaise? Monsieur Srimi? Évidemment, mais peut-être auparavant faut-il rappeler la politique africaine du roi. Parce que... C'était ma deuxième question. Donc je reste au niveau de votre question, on abordera la deuxième question après. C'est inédit. C'est inédit dans la pratique diplomatique qu'un discours de cette circonstance-là soit prononcé dans une capitale étrangère. Alors, ça n'est pas par hasard, c'est un choix voulu et réfléchi. Dakar, d'abord, c'est pour rendre hommage à la position indéfectible du Sénégal sur la question nationale.
même si à un certain moment il y a eu quelques petits problèmes, etc., mais c'était secondaire. Donc fondamentalement, il y a une grande solidarité, un appui des autorités sénégalaises à la question nationale. Deuxième élément d'explication que je vous propose, c'est un discours qui est le 6 novembre et qui vient à la fin d'une visite. Une visite où? Une visite en Afrique de l'Est. En Tanzanie et au Rwanda. Rwanda d'abord et Tanzanie ensuite. Bien, donc c'est quand même intéressant. Et au retour, le roi s'est arrêté en visite privée à Libreville, au Gabon, puis une visite officielle de 3 jours qui continue d'ailleurs à Dakar. Donc c'est dans l'esprit du roi, je crois pouvoir dire que c'est une manière de montrer la liaison qu'il fait entre l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale, où il s'est rendu des dizaines de fois. Songez qu'au Sénégal, il est allé 8 fois depuis 17 ans. Donc c'est tout à fait exceptionnel. Mais il l'a dit d'ailleurs dans son discours. Il a dit la politique, juste pour que nos téléspectateurs puissent suivre, la politique africaine du Maroc ne se limitera pas à l'Afrique occidentale et centrale. Nous verrons plutôt à ce qu'elle ait une portée continentale et qu'elle englobe toutes les régions de l'Afrique. Mais l'étape de Dakar, c'est pour montrer le lien entre sa vision d'une politique africaine articulée dans un premier temps sur l'Afrique centrale et occidentale, et maintenant avec un redéploiement sur l'Afrique de l'Est. Mais c'est aussi le fait de poser le problème de la question nationale du Sahara et de l'intégrer dans l'ordre du jour africain. Alors le calendrier est intéressant parce que le roi dit très clairement c'est une affaire marocaine, mais c'est aussi une affaire sénégalaise et c'est une affaire de toute l'Afrique qui doit réparer des injustices qui existe depuis 1984, depuis l'admission de la prétendue RAST. Nous sommes dans un calendrier, et donc pour le roi, il s'agit d'optimiser sa démarche. Comment? Par la demande d'admission qui a été faite le 17 juillet lors du sommet de Kigali, 27e sommet de l'UE à Kigali. Par la demande officielle, parce qu'une demande d'adhésion implique un dépôt de candidature, ça ne peut pas être verbal. Ça a été fait le 22 septembre 2016 à New York, ça a été déposé par un conseiller du roi et ça a été remis à la présidente de la Commission de l'Union européenne, Madame Zuma, ancienne épouse du président actuel de la République sud-africaine. Et donc nous sommes dans un calendrier. Pourquoi? Parce que fin janvier au plus tard va se tenir le 28e sommet de l'UA à Addis Abeba, d'où d'ailleurs, lors d'une seconde étape annoncée par le roi, la visite en Éthiopie, qui était prévue mais qui a été reportée. Donc nous sommes bien dans un agenda avec une optimisation de circonstances et d'opportunités. Je crois que c'est important à relever. Monsieur Bendahan, votre réaction? Écoutez, moi je pense que le symbolique, il puise son essence à ce que c'est des millénaires d'histoire entre le Sénégal et le Maroc. Et à chaque fois que le roi du Maroc part dans un pays africain où il y a quelque chose de symbolique. Rappelez-vous, en Côte d'Ivoire, le roi visitait ce pays, le président était malade, il revient à son pays, qui l'accueille dans son pays? Le roi du Maroc. C'est unique. Il n'y a que le roi du Maroc qui peut faire ça. Un jour, un chef d'État m'a dit, vous savez, le seul chef d'État qu'on a visité dans toute l'histoire du pays, ici, qui vient, au-delà de l'officiel, il sort voir le peuple, sans garde du corps, sans rien du tout. Et Dakar, un jour, le président Ouad nous disait, lors d'un cortège, le président du Sénégal dit à Sa Majesté, Majesté, si vous vous présentez au Sénégal, je peux vous assurer que vous allez gagner. Sa Majesté lui répond, taisez-vous, sinon je vais le faire. Donc tout ça, c'est des symboles. C'est vrai, il n'y a que le roi du Maroc qui peut le faire, et ça se passe très très bien pour lui. Voilà. Alors, M. Chehimi l'a évoqué, c'est aussi un redéploiement du Maroc vers l'Afrique sur la question de l'intégration au sein de l'Union africaine, mais aussi il y a un redéploiement de la diplomatie marocaine aujourd'hui en Afrique. Quels sont les axes de cette coopération, sachant que, pour citer le roi, encore une fois, lors du discours d'Abidjan en février 2014, il a dit « Auparavant, la diplomatie était au service de la consolidation des relations politiques. Aujourd'hui, c'est la dimension économique qui prime et qui constitue l'un des fondamentaux des relations diplomatiques. » Est-ce qu'aujourd'hui, la diplomatie marocaine en Afrique est réorientée vers un impératif économique d'abord? Monsieur Bendahan. Oui, écoutez, non,
Sa Majesté a toujours donné ses instructions d'abord pour travailler dans tout le continent. Allons-y par l'économique, par le culturel ou même par le militaire. Nous sommes aujourd'hui le seul pays qui accepte la formation militaire. Le Maroc est devenu le Saint-Cyr de l'Afrique, parce que d'autres pays, même européens, notamment la France, ne prend plus de stagiaires. Et nous le faisons. Et Sa Majesté l'encourage. On a toujours travaillé. Ce qu'il y a, c'est que le roi du Maroc, pendant ces années de règne, il nous a ouvert, il y a eu plus de 30 visites. Il nous a ouvert des autoroutes dans ces pays. C'est lui, c'est ses pensées. Maintenant, je vais vous dire, moi j'ai été 7 ans directeur Afrique. Je peux vous les compter sur le bout des doigts d'une main, ou même plus 7 ans directeur Afrique. Mais j'étais 30 ans au ministère des Affaires étrangères. Eh bien, je peux vous compter combien de fois les ministres des Affaires étrangères ont visité le continent africain. Le roi du Maroc a visité plus, a effectué plus de visites que l'ensemble de son gouvernement, de ses gouvernements. Et ça c'est très important. Deuxièmement, même quand il venait, enfin les ministres des ministres de n'importe quoi, d'énergie, leurs homologues nous posaient énormément de difficultés pour les recevoir. Et lorsque aux Affaires étrangères, on disait à un ministre, écoute, il y a une réunion de chefs de service à Paris ou à Stockholm, sa valise est déjà à l'aéroport. Voilà pourquoi le roi a sonné le glas au nouveau gouvernement. Et au nouveau gouvernement, si M. Abdelkarim El-Keiran pouvait nommer un ministre délégué chargé de l'intégration africaine, il comprendrait bien ce que vient de dire Sa Majesté pendant ces derniers jours. Vous avez tous pris de l'avance sur mes questions, on reviendra au nouveau gouvernement tout à l'heure. Monsieur Boustin. Si vous me le permettez, c'est ce qui a été dit à un moment du discours où le roi appelle le gouvernement et appelle les futurs ministres à inscrire dans leur agenda des visites en Afrique. Lui, il a 37 visites depuis qu'il est roi, dont 9 au Sénégal avec celle-ci. Il est dans son périple, comme ça a été dit, depuis 3 semaines. Il est à la moitié de son périple, mais la symbolique est aussi ailleurs. C'est que, sur le ton de la boutade, on a heureusement un nouveau discours de Dakar où l'homme africain est entré dans l'histoire, est inscrit dans le présent et il se projette même dans l'avenir. Et d'ailleurs, tout le monde va investir en Afrique. Et le Maroc se fonde sur l'histoire qu'il a avec l'Afrique pour y aller. Alors, ça a été une politique de petits pas. D'abord avec les pays traditionnellement amis, comme a dit si Abdelkader, donc avec le Sénégal, puis ça a été la Guinée, puis ça a été la Côte d'Ivoire, puis on a élargi. Mais la symbolique est ailleurs. La symbolique est que ça a été dit aussi, c'est un discours c'est la première fois de mémoire qu'il y a un chef d'État qui, en temps de paix, donne un discours à la nation, un discours important à la nation à partir d'un sol étranger. Mais il ne faut pas oublier que c'était à la veille de l'ouverture d'un sommet, d'une conférence internationale de première importance qui est la COP 22. Et ce discours, il n'y a pas que les Marocains qui l'ont remarqué, c'est aussi la communauté internationale. Parce que quand on reçoit alors la COP 22, avec toute la communication qui a été faite, après la COP 21, tout ce qui a été fait, sachant que n'oublions pas que l'accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre, c'est-à-dire vendredi, et 2 jours après, il y a un discours, la symbolique est là. Nous sommes en Afrique, nous sommes une puissance continentale, et ça a été dit. Et quand vous dites que on ne parle plus le Sahara, il y a un changement de doctrine diplomatique marocaine dans le sens où on ne parle plus que du Sahara quand on va chez les autres. Avant on ne parlait que de Sahara. Maintenant il y a un changement. Maintenant on parle d'autres choses. On inscrit des relations économiques, des relations sociales. Il y a une politique intégrée militaire, sécuritaire, économique, financière, sociale, avec ce qui a été signé dernièrement au Sénégal pour la petite agriculture. Donc tout ça est dans le secteur médical aussi. Le secteur médical, le secteur alimentaire, avec les engrais, avec l'OCP. Et il y a 3 dimensions qui, à mon avis, doivent retenir l'attention, et ça a été dit dans le discours, c'est le climat, c'est la sécurité et c'est le phénomène des migrations. Autant de domaines où le Maroc est considéré comme bon élève de l'ONU qui vient d'élire un nouveau secrétaire général, il y a des lignes, toutes les lignes sont en train de changer. Je crois que le roi du Maroc a compris ça depuis longtemps et je crois que maintenant l'évolution de la conjoncture internationale va encore plus faciliter les choses. Monsieur Tourabi, vous vouliez aussi réagir? Non, bien sûr. Enfin, il y a des changements, il y a un grand changement de paradigme diplomatique au Maroc. C'est-à-dire, et ça a été, vous l'avez cité tout à l'heure, c'était le discours d'Abidjan il y a 2 ans,
c'était en 2014, où il y a un passage où le roi dit que l'Afrique doit se reprendre en main et se reprendre en charge. Absolument. Alors pour le citer très exactement, Oui. je vous redonne la parole. Il a dit, doit c'est faire pourquoi confiance. l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Elle a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques. Plus qu'une aide humanitaire, c'est de projets de développement humain et social dont notre continent a le plus besoin. Ce qui était aussi une manière de rompre avec les politiques et le passé colonial et les liens qui unissaient l'Afrique aux anciens empires. Parce Je qu'il vous y laisse avait un terminer. ancien discours de Dakar, enfin, c'est Aïs qui l'avait cité, c'est celui de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français quand il était au Sénégal, et c'est un discours qui a été triste mémoire, et qui a été malheureusement retenu, mais du mauvais côté de l'histoire. Donc, oui, maintenant il y a un nouveau discours de Dakar, et justement, il y a plusieurs paramètres dans ce paradigme, ce nouveau paradigme diplomatique. Premièrement, oui, il y a le côté économique, c'est-à-dire qu'actuellement, l'Afrique attire de plus en plus d'investissements dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une grande guerre d'investissement entre les Chinois, les Américains, les Européens. Et bien sûr, là, les Africains doivent aussi avoir leur partie dans ce changement économique-là. Donc le Maroc s'inscrit dans cette dynamique-là, c'est-à-dire une dynamique aller vers le sud, investir de plus en plus, on l'a vu dans plusieurs secteurs, dans le secteur médical, dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur bancaire, le secteur des assurances, etc. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe actuellement en Afrique, il faut s'en saisir. Mais il ne s'agit pas seulement de cet aspect opportuniste, si je peux dire, et économique, mais aussi il y a d'autres dimensions. Le fait que ça soit à Dakar aussi, ça rappelle qu'il y a des liens qui sont complètement différents, qui n'ont pas seulement des liens commerciaux, des liens économiques, des liens opportunistes, mais aussi des liens de tradition. On sait très bien les liens spirituels, religieux qui existent entre le Sénégal et le Maroc. On a parlé tout à l'heure de la migration. Il y a énormément, une grande communauté marocaine au Sénégal qui vit là depuis des dizaines et des centaines, parfois même des centaines d'années, mais aussi de l'autre côté, ici au Maroc, il y a aussi nos amis, nos frères sénégalais qui vivent au Maroc. Donc il y a plusieurs dimensions. Troisième dimension, c'est une dimension politique. La dimension politique, c'est aussi que le Maroc, il veut réintégrer l'Union africaine et il doit s'appuyer sur certains piliers. Ces piliers-là ont été traditionnellement des pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Gabon et le Mali. Là, on est en train d'aller vers l'autre côté, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, et construire de nouveaux liens, de nouvelles alliances avec des pays qui ont quand même une certaine exemplarité démocratique et économique, c'est-à-dire il y a une grande transformation économique, par exemple, ce qui se passe au Rwanda. C'est un pays qui donne de plus en plus un modèle de lutte contre la corruption. La Tanzanie aussi, c'est un pays qui est assez important par sa masse démographique, mais aussi par son poids dans la région. Donc tous ces éléments-là convergent pour construire une nouvelle diplomatie africaine du Maroc. Alors, dernière question, je vous donne la parole, Monsieur Shemi. Vous avez évoqué... Juste une remarque pour prolonger ce que dit Abdallah, c'est que la semaine prochaine, il y a un sommet africain qui est organisé. Vous avez tous décidé de me voler mes questions. J'allais vous poser la question sur ce sommet africain. Je vous donne juste la parole. Je voudrais juste citer cet extrait du discours qui annonce donc la tenue de ce sommet africain. Voici ce qu'a dit le roi dimanche. Nous avons appelé à la tenue d'un sommet africain en marge de cette conférence, la COP22, en vue de mettre au point une vision commune pour défendre les revendications de notre continent, notamment en ce qui concerne le financement et le transfert de technologies. Et ma question par rapport donc à ce sommet qui se tient en marge de la COP, c'est est-ce que ce sommet va asseoir le leadership marocain sur le continent africain par rapport à toute la communauté internationale qui est présente aujourd'hui à Marrakech. Je vous donne chacun un tour de table rapide pour répondre à cette question. Si vous permettez, Monsieur Shemi, Monsieur Bousta, je l'avais interrompu, finissez et ensuite tour de table. Ma réponse va être très brève. Oui. Oui, tout simplement. Parce que quand il y a une réunion, une rencontre internationale aussi importante, parce que finalement le monde a compris finalement le danger du réchauffement climatique. Après plusieurs résistances, le monde a fini par comprendre ça. Et après ce qui a été fait avec l'accord de Paris, on a la COP22. Donc les yeux du monde entier sont focalisés, même cette histoire de réchauffement climatique a fait partie de la campagne électorale américaine. Tout le monde parlait de réchauffement. Donc forcément, quand il y aura un sommet africain, c'est de la politique.
intérieur, continental et international, où il n'y aura pas que des pays francophones, mais il y aura aussi des pays anglophones. Et j'ajoute, et je termine là-dessus, il y a une autre dimension de laquelle on n'a pas parlé, de laquelle on peut parler une autre fois, c'est le leadership du Maroc au niveau de la francophonie. C'est aussi important et il faudrait peut-être regarder ça aussi en... Merci de le rappeler. Monsieur Srimi, très rapidement, parce qu'on va devoir faire une pause dans pas longtemps. Oui, oui, on va gérer la pause. Oui, alors, sur la Mais le temps passe politique, vite, hein. sur la politique africaine du Maroc, je voudrais faire plusieurs observations. Un, c'est vrai que le roi, dès le départ, avait une vision africaine. D'ailleurs, au sommet du Caire de mars 2000, il a supprimé la dette des pays les moins avancés, c'est-à-dire 9 mois après son intronisation. Là aussi, c'est du symbole. Deuxième observation, quel est le champ diplomatique depuis une quinzaine d'années, comment il a évolué en Afrique? Ce qui frappe, c'est d'abord maintenant la neutralisation depuis 5 ans et demi de la Libye. Et également la neutralisation de fait de l'Algérie, du fait par suite de l'état de santé du président Bouteflika. C'était deux pays qui faisaient barrage à toute politique de redéploiement du Maroc sur le continent africain. Troisième observation, on a fait le plein ailleurs. Prenez le redéploiement de notre politique étrangère dehors. Avec l'Union européenne, on a fait le plein. On est arrivé au maximum de ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire statut avancé, même approfondi maintenant. Avec les États-Unis, on a également un statut de partenaire stratégique privilégié. De nouveaux espaces se sont ouverts, Amérique latine, Asie, tout ça, etc. Le monde arabe s'est fermé. Et l'ouverture qu'on a trouvée, qui est optimale d'ailleurs, c'est en direction des monarchies du Golfe. Au niveau du Maghreb, nous sommes en panne. Il y a l'UMA, mais on ne peut rien faire. Et donc, ne rester par soustraction que le continent africain qui répondait d'ailleurs à un certain nombre de préoccupations royales particulières, c'est-à-dire monter un programme de coopération sud-sud, de partenariat, avec ce que ça donne au Maroc comme élément d'action. On n'en a pas parlé, c'est la diplomatie spirituelle. On en parlera la prochaine fois, monsieur. 10 secondes. Sinon, on ne va pas parler du deuxième sujet. La diplomatie spirituelle, c'est important. Avec la formation des imams aussi, la diplomatie sécuritaire, la lutte antiterroriste, etc. Et la diplomatie climatique attestée par la COP22. Voilà, alors dernier mot, 10 secondes. Je voudrais tout simplement souligner que tout ce que nous faisons, ne croyez pas que c'est à l'abri des regards malveillants et qu'on est jalousé. Et que nos adversaires, ou bien je dirais pas nos ennemis, c'est trop, mais nos adversaires font tout, même ceux que nous croyons amis des pays du Nord, ne croyez pas qu'ils nous laissent faire facilement tout cela. Maintenant, le sommet de Marrakech, en marge de la COP, il est extraordinaire, Sa Majesté encore est visionnaire. Ils appellent les États africains, non pas pour parler du Sahara ou pour parler de tactique, il va parler climat. Il veut que les pays africains coordonnent leurs actions pour protéger ce continent. Et qu'il y ait une unité africaine. Et qu'il y ait une unité africaine. Sur ce et sujet. vous allez voir les résultats. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, vous êtes très bavards. Alors, on fait une toute petite pause et on revient dans un instant avec la suite du programme, la formation du nouveau gouvernement. À tout de suite. De retour sur le plateau, on continue de débriefer les temps forts de l'actualité nationale et on revient encore une fois au discours du roi Mohamed VI de dimanche dernier à Dakar, avec cette fois ce rappel à l'ordre concernant la politique nationale. Voici un extrait de ce discours. Il a dit, Sa Majesté a dit, la formation du prochain gouvernement ne doit pas être une affaire d'arithmétique où il s'agit de satisfaire les désirata de partis politiques et de constituer une majorité numérique comme s'il était question de partager un butin électoral. Le gouvernement, c'est plutôt un programme clair et des priorités définies concernant les questions internes et externes avec l'Afrique au premier chef. Alors messieurs, est-ce que ce rappel à l'ordre est nécessaire? La formation du gouvernement traîne un peu des pieds. On a assisté à quelques querelles entre des chefs de partis politiques, on y reviendra. Mais est-ce que ce rappel à l'ordre est nécessaire? Monsieur Srimi. Si vous m'aviez demandé est-ce que ce rappel à l'ordre devait être fait, je vous aurais répondu ceci. Parce qu'après tout, on peut se poser la question. Il y a des élections. Il y a un chef de gouvernement qui a été désigné par le roi. 2 jours après le résultat du scrutin. Oui, le 10. Le 11 octobre. Le 10 octobre. Donc, et il devait former un gouvernement sur la base d'une majorité. On peut se poser la question, pourquoi le roi interpelle le chef du gouvernement désigné sur les conditions dans lesquelles ce cabinet doit être formé?
Il y a une réponse à ça, c'est une réponse donnée par la Constitution. C'est l'article 42 qui dit quoi? Qui dit que le roi veille, et il est garant de la continuité de l'État, et il veille au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, il faut le dire. En l'espèce, il s'agit bien de fonctionnement des institutions constitutionnelles, puisqu'on a un gouvernement qui expédie des affaires courantes, c'est un gouvernement sortant. On a un chef de gouvernement désigné qui s'échine à monter une majorité. On a un Parlement qui a été élu, la Chambre des représentants élu le 7 octobre, qui est en panne. On a une Chambre des conseillers, qui est la deuxième chambre du Parlement, qui est également au chômage technique. Et donc, nous sommes dans une situation qui porte atteinte précisément au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles. Sur la question que vous avez soulevée, le chef du gouvernement désigné a toute l'attitude de monter la majorité qu'il veut. Bon, mais il y a quand même des faits. Il avait annoncé pendant la campagne électorale qu'il souhaitait reconduire la majorité sortante compte tenu de son bilan. Le problème, c'est que le bilan de ce gouvernement n'a pas été assumé par l'ensemble des composantes, puisqu'on se souvient que le RNI, au dernier moment, 2 heures avant le rendez-vous prévu pour la présentation du bilan du gouvernement, s'est défaussé, a botté en touche et n'est pas venu. Pourquoi ? Le RNI de Saladin Zouar, à l'époque, avait dit « Je ne peux prendre en compte que le bilan de mes 3 ans de participation au gouvernement depuis octobre 2013 et pas les 5 ans. » Donc déjà, c'était difficile de présenter un bilan. L'option reconduction de la majorité sortante ne tenait plus. C'est comme ça qu'une ouverture s'est faite ensuite à travers un tour de table. M. Benkiran a reçu tous les chefs de parti, sauf un. D'ailleurs, ça pose un problème. Parce que la déontologie démocratique, principe démocratique, dont on nous ressasse les choses à longueur d'année, voudrait qu'un chef de gouvernement désigné, les urnes ayant tranché, reçoivent tous les chefs de parti, à lui ensuite de sélectionner les composants de sa majorité. Je note d'ailleurs, problème d'éthique, parce que ça n'a pas été dit, qu'il a envoyé une invitation à la présidente de la Fédération de la gauche démocratique, Nabila Mounib, qui lui a répondu de manière tout à fait cavalière par un tweet ou par etc. Je ne trouve pas ça très élégant, parce que c'est ça les pratiques démocratiques, la rénovation du monde. Dernier point, comment va être cette majorité? Nous assistons à quoi aujourd'hui? Nous assistons à des généralités sur des partages de départements ministériels, sans qu'il y ait la moindre indication ni la moindre délibération sur un programme. C'est tout de même extraordinaire qu'on arrive à monter une majorité ou qu'on s'emploie à monter une majorité sans savoir ce qu'on va faire, quelle va être la structure du gouvernement, les priorités, etc. C'est pourquoi le roi a précisé que la majorité devait se construire sur un programme clair. Monsieur Bendahen et ensuite Monsieur Boustin. Rapidement, moi, dans cette marmelade de gouvernement et tout cela, je préfère ne pas en parler, mais je vais rebondir sur les propos de Sa Majesté quand il dit c'est plutôt un programme clair, des priorités définies concernant les questions internes et externes, avec l'Afrique au premier chef. Donc je reviens encore à cela. Et là, je pense que M. Benkiran, qui est en train de faire son gouvernement, j'appelle à ce qu'il nomme un ministre délégué aux affaires étrangères, je dis bien aux affaires étrangères, parce que la diplomatie, tout le monde veut en faire. Je peux vous assurer, je voudrais vous le dire, je voudrais prendre de cet endroit pour le dire, il n'y a pas de diplomatie parallèle. Il n'y a pas de diplomatie autre que la diplomatie du ministère des Affaires étrangères qui se fait en concertation avec le roi du Maroc. Et s'il y a une diplomatie, elle doit être complémentaire, en prenant les bases au ministère des Affaires étrangères avenue Franklin Roosevelt. Et tout le reste, ce n'est que baliverne. Monsieur Boustin. Alors, votre sentiment par rapport à ces tractations qui peinent? Mon sentiment est que le rappel de l'ordre, le rappel à l'ordre royal avait, je vais parler vite pour laisser Serge là. Prenez votre temps. Il fallait un rappel à l'ordre pour essayer d'activer les choses. Rappelons-nous qu'en 2011, après, il s'est passé 3 semaines entre les élections du 25 novembre et l'élection du président de la Chambre. Là, on est à 1 mois et quelques et il n'y a même pas de majorité qui se dessine. Et donc, Moustapha Sahimi l'a rappelé, le roi, selon l'article 42, est le garant du respect du bon fonctionnement des institutions qui constitutionnelles. sont aujourd'hui paralysées. Donc, il fallait quand même taper sur la table en disant, bon, il faut y aller en cadrant et en dessinant une feuille de route, en établissant une feuille de route qui est claire, qui parle de la structuration efficace et harmonieuse
Alors, quand on va sur la structuration efficace et harmonieuse, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire soit on est dans l'harmonie, dans la logique de blocs, les blocs que Mohamed Al-Sra a rappelé, c'est-à-dire l'Ouifaq, l'ancien bloc opposé à la Koutla, l'entente, composé de l'UC, du MP et du RNI, en face du bloc Koutla, PJD. Donc ça, on peut parler, on peut avoir une harmonie là-dessus. C'est logique, c'est tentant, à la limite ce serait tentant. Mais il y a l'autre thèse qui serait l'antithèse de la première et qui serait celle de la continuité. 24 heures après l'annonce des résultats, le roi a été clair. Il a appelé le chef du parti arrivé premier. Il était tenu, de par la Constitution, d'appeler le chef du parti, d'appeler quelqu'un du parti arrivé premier, mais pas son chef, pas nécessairement son chef. Il l'a fait, donc on donne un gage, là, moi j'y lis une logique de continuité. Donc pourquoi changer une équipe qui gagne, puisque l'économie, avec tous les problèmes qu'il y a, est en train d'avancer. Ça a été le RNI, ça a été un peu moins le MP, ça a été le RNI en fait et le PJD. Puisque le roi a reconduit Ben Kairan, il est tout à fait normal que Ben Kairan pense d'abord à cette logique, à reconduire sa majorité, et donc commencer avec sa majorité, l'ancienne majorité, donc MP, RNI, PPS et PJD, et dans le cas où ça coincerait, à ce moment-là, partir s'ouvrir sur les autres. Mais sauf que c'est l'inverse, c'est d'abord l'Istiqlal qui alors, a, c'est ce qu'il a qui fait, a dit oui. c'est ce qu'il a fait dans une sorte de calcul politicien, donc ouais, ça c'est à mon sens, pour des raisons tactiques, pour ne pas avoir pour avoir avec lui, en fait, disons-le, tel que ça doit être dit, pour avoir des partis qui sont affaiblis, des partis que sont l'Istiqlal et l'USFP qui sont affaiblis, le PPS est très affaibli, et avoir la main sur son gouvernement. Il ne voulait plus avoir un RNI, et surtout un RNI avec la personne de Akhnouch, de Aziz Akhnouch qui arrive. Mais il aurait fallu faire ça. Alors, non, je termine là-dessus, non seulement ça n'a pas été fait, mais, et Akhnouch l'a dit clairement, après avoir été attaqué, donc on revient à la logique de la campagne avec les attaques, les insultes. Akhnouch a dit, enfin, on était deux à parler. À partir du moment où c'est sorti, c'est donc que c'est vous qui avez sorti. On rappelle juste les termes de cette querelle après une réunion donc entre Abdillah Ben Kairan et Aziz Akhnouch. Monsieur Ben Kairan a affirmé que Monsieur Akhnouch s'opposait à une redistribution vers les classes. Fuites à l'intérieur du PJD. Voilà, on dit que ce sont des fuites à l'intérieur du PJD. Monsieur Akhnouch a dû faire un communiqué pour démentir ses propos. Est-ce que ça ne marque pas aussi une crise de confiance entre les partis qui vient un peu entacher ça ne crée pas un climat de collaboration et de confiance. Quand vous êtes en discussion avec le chef du gouvernement et que vous arrêtez des positions sur la composition de ce gouvernement et que 2 jours après ça fuite, il y a de quoi se poser des questions sur ce climat. Oui, Monsieur Tourabi. Mais en même temps, c'est tout à fait normal. On est dans un temps de tractation politique et chacun, bien sûr, essaye de maximiser ses profits, de trouver les meilleurs portefeuilles ministériels. Et ce qui a été rappelé dans le discours, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un butin électoral. Il ne s'agit pas de distribuer, voilà, ou plus proche. Mais bien sûr qu'on est dans cette logique du butin. Alors, il ne s'agit pas de distribuer au plus proche, au secrétaire général d'un tel parti ou le fils d'un tel. Il ne s'agit pas de cette logique. Et ce qui a été dit dans le discours, c'est-à-dire que prenons l'exemple de l'Afrique. L'exemple de l'Afrique, et ça a été soulevé tout à l'heure quand on a parlé de l'Afrique, c'est-à-dire que le roi a fait beaucoup plus de visites continents africains et des pays africains que les ministres dans les différents secteurs. Et donc, normalement, c'est pas une situation normale. Ce sont les ministres qui doivent bouger le plus, qui doivent aller, par exemple, aller chercher plus d'investissements, etc., qui doivent faire ce travail. Et donc, il y a cette idée-là. Donc voilà, il y a un problème à ce niveau-là, un problème d'Afrique, et ce qui est un comportement qui est tout à fait malheureusement banalisé depuis des années. C'est-à-dire on regarde généralement l'Afrique par-dessus la jambe. Voilà, enfin, c'est des pays qui sont sous-développés. On préfère beaucoup plus faire des déplacements à Paris, à Berlin ou à Washington, plutôt que faire des déplacements dans le pays africain. Et là, ça pose un problème aussi qui a été soulevé dans le discours royal, un problème de compétence. C'est-à-dire les gens les plus à même, les plus compétents pour occuper de tels postes. Parce qu'il y a des politiques sectorielles dans différents domaines et qu'il faut poursuivre ces politiques-là, et voilà, qui sont des politiques qui ont des impacts non seulement au Maroc, mais dans d'autres pays africains, on les commence. Donc cette question-là est posée. On a vu, par exemple, pendant les fuites qui sont sorties, c'est que, par exemple, Chabat a reçu plus de 100 CV. Donc je pense pas qu'il y a 100 dossiers ministrables. Oui, il a dit qu'il en avait reçu 30. Ce qui est déjà pas mal. Donc voilà. Il y a 30 ministrables déjà dans un parti. Donc est-ce que ces 30 ministrables, sur quels critères ils vont être faits? Ça pose aussi une question au PGD, c'est-à-dire la procédure interne pour désigner les ministres, ceux qui sont ministrables, aussi commence à poser problème à l'intérieur du PGD. C'est-à-dire on donne une prime
aux plus anciens, aux plus militants, aux plus proches de la base, mais on se limite pas, on regarde pas du côté des compétences. Et donc, ce qui explique un tout petit peu pourquoi chacun voit midi à sa porte avec ce discours royal. Et il y a des partis, le PGD qui dit, qui dit voilà, c'est un discours qui nous arrange, mais aussi l'opposition qui dit ben non, c'est un rappel à l'ordre et c'est un recadrage. Donc, ce discours, il met les points sur les i sur certains points, mais il est interprété de manière complètement différente selon les partis politiques. Monsieur C'est un sport national que de récupérer le discours royal à son avantage. Oui, et bien entendu, toute interprétation quand on a un écrit, on peut lui faire dire tout et son contraire. Mais quand on parle, quand on sait qu'il y a 30 ministrables, 30 personnes 30 CV qui ont été déposés sur le bureau de Hamid Chabat, contrairement à ce que dit Mustafa Sahimi, c'est pas 30 ministrables, c'est 30 ambitions. Et le roi a été clair en disant les ambitions sont légitimes. Les ambitions sont légitimes. Perdre du temps pour le gouvernement ne l'est pas. Chateaubriand disait les ambitions dont on n'a pas les moyens est un crime. Je pense qu'il y a beaucoup de crimes qui sont commis dans des ministères. Monsieur Boustat, on laisse terminer Monsieur Boustat. Qui seront commis. Alors le problème dans cette histoire, c'est que si on prend encore une fois dans la logique de la première thèse, celle de la Koutla, enfin celle de la logique des deux blocs, si on prend, on va perdre du temps. Parce qu'il faut d'abord que ces gens réapprennent à se parler. Ça fait 4 ans, ça fait 3 ans que le Circal est sorti. L'USFP n'était pas dans le gouvernement de Benkiran, donc il va y avoir un période. Et il ne sait toujours pas s'ils vont y aller. Oh, apparemment, vous savez, les ambitions sont légitimes et connaissant la nature humaine, on commence à préparer les choses pour être ministre. Mais là, qui va être le grand perdant? À un moment où on est en train d'avancer, encore une fois, tout étant perfectible par ailleurs, à un moment, on est en train d'avancer. À un moment, on rétablit les grands équilibres économiques. À un moment, on va tout arrêter pour satisfaire, et c'est ce que disait le roi sur satisfaire le desiderata des partis, on va s'arrêter pour satisfaire des ambitions légitimes, certes, mais pas très morales. Et donc, on va perdre du temps. Alors, qu'est-ce qui serait bien de faire? Encore une fois, à mon sens, d'essayer de reconduire l'ancienne majorité, comme ça se fait dans les pays à démocratie normale, parce que ici la démocratie sur le texte elle est normale, mais l'ancienne majorité impliquera le RNI, et le RNI a été très clair, il ne rejoindra pas le gouvernement si l'Istiqlal est là. Discuter avec le RNI en trois phases. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer ce qu'on faisait, ou alors est-ce qu'on va le changer? Comment le changer? Si on est d'accord avec ça, on va passer à la question des départements à affecter à chaque parti, et après les noms. Si jamais ça cale, à ce moment-là, on peut revenir vers les autres. Je termine par un mot. Quand on sait que les 2 secrétaires généraux, même les 3 secrétaires généraux des partis de la Koutla, Ben Abdullah, Chabat, El Shgar, risquent leur fauteuil s'ils ne rentrent pas au gouvernement, on est devant des questions d'ambition. Monsieur Ben Dahan et ensuite Monsieur Sahimi. C'est un butin. C'est un butin. Moi, je rebondis encore sur une autre phrase de Sa Majesté. Le gouvernement est une structuration efficace et harmonieuse. C'est très important, ça, harmonieuse. Alors, si on recule la dernière législation, et efficace. Bon, ça, je ne sais pas. Mais, oui, efficace. C'est dans le discours. Efficace et harmonieuse. Quand on voit que certains ministres travaillent en offshore, où est l'harmonie? Quand on voit que des ministres ne répondent pas au chef de gouvernement, ou bien le chef de gouvernement qui dit « Ah, moi, par exemple, le côté affaires étrangères ne me regarde pas. » Où est l'harmonie? Il faut tout revoir. Moi, je pense qu'il faut tout revoir. On peut pas... Alors, juste une dernière question, Monsieur Srimi. Je vous donne la parole, comme ça vous englobez ma question dans ce que vous alliez dire. Vers quelle majorité on peut s'acheminer? Parce que dans l'hypothèse, mais j'étais sûre que vous alliez poser ma question à ma place, donc je vous ai coupé la parole. Si l'USFP rejoint le gouvernement, ça offre une majorité à 205 sièges. La majorité, en tous les cas, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, à 205 sièges pour M. Benkiran. Mais face à lui, l'opposition restera quand même avec 185 sièges, ce qui est une très faible marge de différence. Donc à quoi peut ressembler ce prochain gouvernement? Est-ce qu'il ne risque pas finalement, ça va être une majorité, mais un peu minoritaire finalement, un gouvernement affaibli? Je me suis retenu jusqu'à présent pour ne pas exprimer vivement mes désaccords avec Aziz Boustat. Maintenant, je vais le faire. Bien. Allez-y. Quels sont les problèmes posés aujourd'hui? 1, problème d'une majorité. 2, le problème d'un programme. Pour ce qui est de la majorité, il y a plusieurs schémas. Premier schéma, soufflé par mon voisin de droite, c'est Aziz Boustat, c'est la reconduction de la majorité sortante. La faisabilité de cette opération est difficile. Pourquoi? Parce que M. Benkiran a dealé. Il a acté un accord avec Hamid Chabat du parti de l'Istiqlal. Accord qui vient compléter l'accord qu'il avait déjà conclu avec Nabil Abdallah au titre du PPS.
Quelle est la marge de manœuvre de monsieur Ben Keren dans ce schéma-là? Prendre le RNI, avec ses alliés. Oui, le RNI n'est pas seul. Le RNI, il est avec l'UC, il fait 57 députés, 37 plus 20, plus le MP qui est un autre allié. Donc, la marge de négociation est extrêmement difficile. S'il prend le RNI, il prend le RNI avec ses alliés. C'est un bloc. Et c'est d'ailleurs la condition aussi que posent les alliés, bien. D'y aller Ensuite, avec le RNI. La condition posée par M. Aziz Akhnouch, dit-on, serait la non-participation de l'Istiqlal. Pourquoi? Parce que l'Istiqlal a les mêmes appétits en matière de département ministériel que le RNI, c'est-à-dire essentiellement le pôle économique et financier et probablement le département des infrastructures, etc. Donc il y a un allié qui est de trop. Et donc la marge de manœuvre est extrêmement difficile. Monsieur Ben Keren peut être tenté par première formule, un gouvernement avec la Koutla, et advienne que pourra. La majorité est courte, elle fait 200, 205, 205, c'est un peu court, etc. Donc il fonctionne comme ça. Mais il faut bien qu'ils comprennent que cette formule-là a un coût politique extrêmement élevé, parce qu'elle range dans le camp de l'opposition un ancien allié, deux anciens alliés, c'est-à-dire le MP et le RNI, fort de 185 membres à peu près, et donc ça va être extrêmement difficile. Troisième observation, je finis avec ça, si tel était le cas, ça conduirait à une confusion accélérée des critères et des clivages. Parce que sur quoi on pourrait monter un système où il y a une majorité avec M. Ben Keren, une nouvelle majorité, et de l'autre côté une opposition. Alors que ces partis partagent pour l'essentiel un accord sur un certain nombre de réformes. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, je le répète ici, depuis 1998, depuis le cabinet d'alternance, il y a un tronc commun à tous les partis politiques, avec des différenciations, des priorités qui changent, etc. Mais il n'y a plus un parti qui a un programme anti-système en désaccord, sauf la mouvance économique, idéologique. Non, sur le plan économique, sur le plan des réformes sociales, etc. Et vous prenez d'ailleurs les rapports des partis politiques pendant la campagne, ils frappent par leur parenté. Ils sont d'accord sur l'essentiel des choses. Qui est contre la promotion de l'habitat ou la santé, etc. Donc la marge de manœuvre est extrêmement difficile pour Abdillah Ben Keren. Soit il prend bonne note de l'indication donnée par le roi, c'est-à-dire monter une équipe, mais sur la base d'un programme où là, la base arithmétique serait large, ou bien il s'obstine à monter une majorité étriquée réduite à la Koutla, et c'est un autre problème. Voilà, on arrive à la fin. Monsieur Bousta, je vous laisse quand même réagir parce que Monsieur Srimi vous a interpellé. Donc je vous donne la parole, mais très rapidement. Très rapidement, finalement, nous ne sommes pas tellement en désaccord, sauf quand il dit... Vous êtes comme les partis politiques, en fait, finalement. Voilà, vous avez un tronc commun, vous n'êtes pas tellement en désaccord. Officiellement, on n'est pas en désaccord, mais en privé, on l'est un peu plus. En fait, quand il parle de deal... nous sommes dans la logique, dans la sémantique du butin. Quand on deal, c'est pour avoir un butin. Alors, c'est quoi le terme du deal entre Ben Keren et Chabat? C'est vous aurez les départements, mais vous me donnez vos députés, vous m'aidez à faire une majorité, nous vous donnerons des portefeuilles ministériels, un point c'est tout, mais en contrepartie de la soumission à mes desiderata, à ce que je veux faire. Ne pas prendre le RNI, ça répond justement à la logique inverse, qui est si on rentre Akhnouch et les autres et ses ministres, et ses alliés et ses ministres à lui, les alliés, on n'aura pas, Ben Keren n'aura pas vraiment la main sur le gouvernement. Mais ce faisant, la grande erreur qu'il ferait, c'est de laisser Akhnouch et le RNI, qui a gagné en respectabilité pendant ces 3 dernières années, le laisser dehors, le laisser dans la nature, et là, il va le sentir passer très certainement. Merci beaucoup, messieurs. On aura sans doute l'occasion de revenir sur ce sujet dans les prochains jours ou prochaines semaines. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, la suite des programmes. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous.